Bon après-midi à tous et à toutes. Veuillez prendre place. Alors, nous étions, Monsieur le leader, au chapitre 30 et il y avait des prises de parole qui étaient encore, qui se poursuivaient et qui sont à l'écran actuellement. Alors, je vais reconnaître, est-ce que c'était Monsieur Perez qui était... Oui, votre troisième point, Monsieur Perez, je viens de m'en souvenir. Alors, allez-y avec votre troisième point et on va poursuivre. Le temps qui me reste, s'il vous plaît, médecin d'or, pour me coordonner. Le temps qui me reste. Parfait. Donc, merci Madame la Présidente. Comme j'avais souligné en terminant mon deuxième point, nous pensions que avoir toute l'information pertinente pour le vote en lien avec la nouvelle entente de gestion avec Bixi nous aurait permis d'avoir toute l'information nécessaire et afin de pouvoir prendre une décision éclairée et informée. Malheureusement, cela nous a été privé de la part de l'administration. On a donc adopté une subvention de 46 millions de dollars sans savoir que l'administration allait faire en sorte qu'il allait amener des nouveaux joueurs, une nouvelle concurrence à Bixi. Et cela aura un impact important. Parce que, comme nous le savons, en vertu de l'entente qu'il y a entre Bixi et la Ville de Montréal, la Ville de Montréal doit absolument payer tout déficit de Bixi Montréal. Ça fait partie de l'entente qui a été prévue en tant que bailleur de fonds de Bixi Montréal. C'est quelque chose qui est obligatoire. Donc, je le dis très clairement, l'article 5,5 de la nouvelle entente qu'on a signée le mois passé, qu'on a adoptée plutôt le mois passé, dit pour plus de précision, il est entendu que la société, qui est Bixi Montréal, en tant que gestionnaire du système, n'est pas responsable de tout déficit d'exploitation de celui-ci sur le territoire. C'est donc Montréal qui va assumer les déficits au cours des 10 prochaines années. Maintenant, les choses vont bien à Bixi, tout le monde le reconnaît. On a eu un essor important au cours des dernières années. On a une augmentation d'achalandage. On a des fonds. Mais ce qu'on vient faire actuellement, c'est amener de la concurrence dans un marché. On vient amener des joueurs qui n'auront pas les mêmes obligations que Bixi Montréal. Il y a un plan d'affaires qui a été signé, un nouveau plan d'affaires qui a été adopté par Bixi Montréal, un qui se veut plus équitable envers ces organismes et les autres territoires. Dans l'entente de gestion, on parle d'aller voir avec d'autres villes pour pouvoir justement partager le revenu qui est à développer. Et dans ce contexte-là, il y a un engagement d'aller pouvoir offrir le service Bixi dans tous les arrondissements d'ici quelques années. Est-ce que les autres concurrents, UberJump et Lime, auront ces mêmes obligations? Je ne le pense pas. Je pense qu'eux, ils vont être dictés strictement par les règles du marché. Ils vont vouloir tout simplement se concentrer sur les endroits où il y a plus de densité, il y a plus d'achalandage, il y a plus de grande population, et les endroits où il y a moins de rentabilité, ils vont tout simplement pas desservir. Donc pour nous, c'est vraiment une grande perte, et c'est le fait que on ne sait pas comment cela va évoluer. On voit les exemples dans d'autres villes où c'est très difficile à coexister avec différents systèmes. À Seattle, par exemple, ils avaient le système Pronto qui n'y est plus. On peut dire que peut-être ce n'était pas géré de façon optimale, mais à un certain niveau, il n'existe plus, et c'est maintenant UberJump, Lime, Mobook, Ofo, d'autres qui viennent, et il y a encore des réticences parce qu'il y en a qui sont ressortis. Donc pour nous, c'est vraiment un exemple à ne pas suivre, un exemple à ne pas mettre en contradiction entre Montréal, Bixi et les autres joueurs. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas envisager un modèle, mais c'est le genre de choses qu'on devrait avoir en amont, avec des balises très claires sur, par exemple, le plafond, sur les territoires. Mais on ne peut pas d'un côté faire en sorte que Bixi aura certaines règles, il va être lié, et d'un autre côté, les entreprises privées n'auront pas ces mêmes exigences.
Ce qui est d'autant plus incompréhensible, c'est que lorsqu'on regarde l'entente qui a été signée, qui a été adoptée le mois dernier, il y a pourtant des possibilités à ce que Bixi puisse élargir son éventail. Et également, il y avait une obligation de la part de la ville et de Bixi d'essayer de collaborer ensemble. Le premier attendu de l'entente, je la cite, attendu que la ville et la société partagent toutes de la volonté d'assurer la pérennité du système et de favoriser son déploiement à travers les 19 arrondissements de la ville. Avec respect, en amenant d'autres joueurs, on est en train d'augmenter la concurrence et on met en cause la viabilité et la pérennité de Bixi Montréal. Je ne dis pas que ça va se faire d'ici 1, 2, 3 ans, mais peut-être 4, 5 ans. Et ça sera à la ville d'aviser Bixi 2 ans à l'avance, de dire qu'on veut mettre fin à l'entente. Également, un autre attendu, une autre obligation, c'est que la ville adhère à la mission de la société et s'engage, ou plutôt, et en vertu de la présente entente, pourra être élargi, les services pourront être élargis d'un commun accord et s'engage à considérer la société comme gestionnaire pour tout projet de la ville pourrait envisager en matière du système de transport libre-service dans le domaine de vélo, incluant la bicyclette assistée, des gyropodes, etc. Donc il y avait déjà une volonté, une capacité, une intention de collaborer. Pourquoi est-ce que ça ne va pas de l'avant? Maintenant, j'entends M. Caldwell dire, mais à Washington, ils ont les deux systèmes et ça fonctionne bien. En 2017, lorsque Jump est venu, il a fait effectivement, la prise du marché était seulement de 4% pour les nouveaux joueurs, pour les sans ancrage. C'est la première année, on sait que le système avec ancrage était là depuis presque 7 ans. Est-ce que c'est la même chose? On n'a pas encore les données pour le 2018. Est-ce que ça va être la tendance? Mais l'autre impact qu'il y aura, c'est qu'on va avoir énormément de vélos sans ancrage en surplus. On va avoir des dizaines de milliers potentiels. On ne le sait pas. On ne sait pas s'il y a un plafond. On ne sait pas le plan. Mais tout ça pour nous démontrer que l'administration est en train de mettre à risque Bixi avec cette façon d'évoluer les choses. Il y a peut-être un modèle qui peut fonctionner, mais on ne l'a pas encore entendu. On ne l'a pas encore envisagé, et les autres villes, il n'y a rien d'évident. Oui, c'est quelque chose qui évolue assez rapidement. Ce que je trouve intéressant, pour terminer, c'est le fait que, dans les questions-réponses qui a été dévoilée par l'administration, on dit « mettons en danger Bixi ». Et la réponse est « la ville continue de soutenir Bixi ». Il y a une grande croissance, il n'y a pas de raison qu'on ne peut pas travailler de façon complémentaire. Avec respect à court terme, oui, mais on sait que Uber Jump et Lime, ils ont des millions en banque, des milliards en banque. Ils sont prêts à faire le pari de fonctionner à perte pendant des années pour s'accaparer le marché. Et c'est ça le défi qu'on a. Nous, on ne pourra pas subventionner à la même hauteur que ces entreprises privées. La question qu'il faut se poser, oui, il faut trouver l'équilibre entre un service aux citoyens, un service qui fonctionne bien, et une responsabilité auprès de la gestion de Bixi. Mais ce qu'on voit, c'est un manque de plan avec une vision rien que de rapidement aller de l'avant pour offrir une plus grande éventail de services, mais il y aura des conséquences graves et malheureusement, l'administration ne convainc pas qu'ils ont fait leur devoir à tous les niveaux à cet égard. Je vous remercie. Merci, M. Perez. La parole à M. Salem. Merci, Madame la Présidente. Je vais prendre la balle au bon, puis je vais faire mon intervention avec beaucoup de déception dans ce dossier-là. Je vais faire un rappel historique pour ceux qui étaient là à la dernière campagne, le dernier mandat. En 2014, on arrive au pouvoir, Bixi, elle était sur le bord de la faillite. Et nous avons mis en place des administrateurs, des femmes et des hommes de cœur, qui n'ont pas chômé pendant quelques mois pour nous déposer une entente ici à l'Hôtel de Ville, à ce conseil-là. Pendant des mois, nous avons fait 25 réunions d'un conseil d'administration pour mettre en place un plan de sauvetage de Bixi. 25 réunions pour amener ici une entente qui a été votée à l'unanimité par ce conseil-là. On a déjà amené une entente où on s'est dit on va subventionner ce modèle d'affaires, ce nouveau modèle d'affaires, et avec cette subvention, nous allons créer une forme de pérennité à Bixi.
nous allons traiter Bixi à la même hauteur que la STM, qu'on est en train de la traiter. On paye des milliards de dollars à la STM, des centaines de millions de dollars à la STM. On va payer aussi une subvention à Bixi pour qu'elle puisse offrir un service à tous les Montréalais. J'aimerais rappeler qu'actuellement, dans la forme actuelle de Bixi, ce sont tous les Montréalais qui sont en train de subventionner Bixi pour une partie de la population. On est en train de prendre à même le fonds consolidé de la ville, à même les impôts fonciers de la ville, à même les revenus de la ville. Nous sommes en train de prendre des millions de dollars pour subventionner un service qui n'existe pas dans les périphéries de la ville, Madame la Présidente. Il y a des arrondissements qui ont attendu, puis ça fait 5 ans qu'on attend, pour avoir Bixi dans des arrondissements comme Saint-Laurent, comme Annecy-Cartierville, puis on a déjà quelques stations qui ont été mises là-bas. Avec ces années d'attente, on a réussi un modèle d'affaires qui existe. On a réussi actuellement à implanter ces stations Bixi un peu partout dans la ville. On n'est pas rendu encore aux 19 arrondissements. Nous savons qu'en 2017, nous avons acheté 1000 vélos de plus, puis 80 stations de plus, et on les a concentrés au centre de Montréal. Quand j'étais au comité exécutif, j'ai subi des pressions de tout le monde pour avoir des Bixi, rien que de mon maire de Saint-Laurent, qui a répété 1001 fois qu'il veut Bixi à Saint-Laurent, et j'ai répondu, il faut grandir avec un modèle d'affaires. Il faut grandir avec un modèle d'affaires en forme d'araignée pour avoir un modèle qui peut rester vivant financièrement. Alors, vous le connaissez, hein, mon maire. Alors, avec ça, on est aujourd'hui devant une proposition d'ouvrir le marché à des entreprises qui n'ont pas de fonds monétaires, qui ont des budgets plus que le budget de la ville de Montréal. Ça ne prend pas un génie en économie, un prix Nobel en économie, pour savoir que si on est en train d'ouvrir ce marché-là à la compétition, ça va créer de la pression sur le prix, et les prix vont baisser. Ça va créer de la pression sur le membership, et les memberships vont diminuer. Nous savons aujourd'hui qu'avec l'exemple de Paris, en une année, il y a eu 23% de diminution des gens qui ont utilisé le service Vélib à Paris. On le sait déjà. Mimer, Madame la Présidente, une solution, puis la tailler pour Montréal, c'est comme se tirer dans les pieds. Actuellement, ce modèle d'affaires qu'on est en train de préconiser et qu'on est en train de le mettre en place, il ne fonctionnera pas chez nous. Il ne va pas fonctionner chez nous. Je lis mon collègue, M. Caldwell, quand il nous dit les places seront disponibles aux 5 mètres dégagés sur les intersections. Mon cher collègue, j'aimerais juste vous rappeler une chose, et je vous demande officiellement de déposer un bilan des arrondissements, des 19 arrondissements. Nous avions, en janvier 2014, nous avions voté une résolution ici, et en demandant au conseil municipal et en demandant à l'administration dans le temps de déposer un bilan de ce dégagement de 5 mètres des 19 arrondissements le 31 décembre 2018. Nous sommes rendus en mars 2018 et on n'a pas ce bilan encore au niveau de ce conseil. Si on veut vraiment avoir quelques trottinettes et quelques bicyclettes sur les 5 mètres dégagés, il faut que ces 5 mètres soient aussi dégagés. Ce n'est pas partout que c'est dégagé. Et dans les places où c'est dégagé, il n'y aura pas ni de jump, ni de trottinette, ni de vélo libre-service. Madame la Présidente, quand j'étais au comité exécutif, j'ai déjà rencontré des lobbyistes qui voulaient faire affaire avec ce modèle d'affaires. Et j'avais dit à ces gens-là, asseyez-vous avec Bixi et essayez d'avoir un plan, essayez d'avoir avec Bixi une façon de faire, une façon de travailler. Nous avons sauvé ces bicyclettes, nous avons mis en place une forme d'organisation pour garder ce service chez nous, pour offrir un service de qualité à nos citoyens et essayer d'aller vers un projet pilote avec eux et étudier vraiment la possibilité de vous intégrer à travers Bixi. On ne l'a jamais fait. Ils ont décidé de quitter parce que leur modèle d'affaires ne répond pas à ce que nous voulions. Et actuellement, nous avons eu avec Bixi un projet pilote avec les vélos électriques. Nous sommes en train de peaufiner et donner un résultat de ce projet pilote. On veut savoir
ce projet pilote, il va tenir le coup. Comment on va procéder, avec quel modèle on va procéder, est-ce que ça va fonctionner, oui ou non? On l'a fait avec les vélos électriques. Ça serait bien aussi de l'essayer avec des vélos libre-service, mais à travers Bixi, à travers quelque chose que nous sommes collectivement en train de subventionner. 10 ans, Madame la Présidente, c'est 46 millions de dollars qu'on est en train de mettre des taxes des Montréalais dans une organisation qu'on veut, qui fait partie de l'ADN de Montréal aujourd'hui. On est tellement fiers d'avoir ce produit avec nous qu'on veut le garder, qu'on veut le pérenniser, et ce n'est pas une façon de le pérenniser avec cette demande-là. Alors, avec il faut absolument, j'espère convaincre mes collègues élus aujourd'hui de voter contre ce projet parce que ça ne tient pas la route et que ça ne donne pas un service optimal à nos citoyens de Montréal. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, M. Salem. M. Caldwell. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, en droit de réplique sur ce point, qui est Monsieur le leader... 30.03. 30.03, merci. En droit de réplique sur le 30.03, soit la délégation de pouvoir sur ce dossier. J'ai entendu beaucoup de choses intéressantes. Je prends une balle au bon. Par contre, M. Salem, vous avez parlé qu'on devait déposer un bilan sur le dégagement de 5 mètres au 31 décembre 2018. Vous me l'apprenez, ça sera fait. Si vous voulez qu'on se rappelle quelques vieux souvenirs, ça me fera toujours plaisir, M. Salem. Alors, concrètement, effectivement, tout le monde doit être fier, tous les Montréalais doivent être fiers de Bixi. Bixi a subi une progression. Bixi est un modèle d'affaires stable, viable, performant. C'est un service apprécié pour les Montréalais. Et c'est un service où, comme ville, on a un contrôle sur l'offre. Vous disiez, M. Salem, que tous les Montréalais subventionnent un service Bixi au centre et que les arrondissements excentrés n'avaient pas accès à ce service-là. Bien, ça change. Justement, avec les nouvelles orientations, avec l'ambition que cette administration pour Bixi, il y aura une progression de Bixi sur l'ensemble du territoire. On le fera parce que c'est justement un modèle performant qui, lorsqu'il est bien implanté dans les communautés, participe au cocktail de mobilité durable. Il y a un contrôle de l'offre. Bixi est un service fiable, c'est un service où on peut se permettre, justement, comme ville, de dire on vient offrir aux gens de Saint-Laurent un service de vélo en libre-service, un service performant. Donc, ce partenariat avec Bixi, on y croit. C'est la colonne vertébrale du vélo en libre-service et c'est là pour rester. Et c'est là pour rester avec un grand succès. Nous n'en avons aucun doute. C'est pour ça qu'on a signé cette entente-là. Vient sur ce phénomène où là, M. Pérez nous dit il faut prendre le temps d'étudier. Il faut prendre le temps d'avoir un modèle parfait pour un type de mobilité qui est en constante évolution, qui change, qui évolue à tous les mois. Il faut savoir bien étudier pour implanter en considérant toutes les balises, les données, les comparables. Bref, il faut attendre. Nous, on a décidé de ne pas attendre, justement. Parce que dans les exemples que vous donniez, les villes qui ont subi un déploiement archaïque, chaotique, avec beaucoup de nuisances, où ça portait atteinte à leur système de base de référence, c'est les villes qui ont attendu, les villes qui ont voulu dire « on va voir comment ça va se passer, puis on se réveillera après ». Bien, le réveil a été brutal. On parlait de Paris. Paris, il y a dans le cadre réglementaire à Paris la possibilité de stationner ces vélos, ces trottinettes, n'importe où sur le trottoir. À Montréal, soyons clairs, on vient contenir les espaces de stationnement. Les mêmes espaces de stationnement que le chef de l'opposition qui dit qu'ils sont insatisfaisants, qu'il faudrait qu'il y en ait plus. On vient contenir dans un modèle éprouvé, un modèle montréalais éprouvé qui est celui où on demande aux arrondissements de déléguer au comité exécutif sous pouvoir d'ordonnance les lieux où seront permis ces stationnements-là. Les dégagements de 5 mètres identifiés par l'arrondissement de Ville-Marie, où il pourra avoir le stationnement de ces véhicules-là, sont à l'initiative de l'arrondissement. Comme c'est le cas pour les véhicules en libre-service classiques, les autos. Je me rappelle quand ce nouveau mode de mobilité est arrivé, des 3 maires d'arrondissement à l'époque, M. Croteau,
M. Ferrandez et M. Pérez, maire par intérim de Côte-des-Neiges NDG, qui ont fait le choix de miser sur ce nouveau mode de mobilité-là en proposant un modèle où on pouvait s'implanter. Eh bien là, nous, ce qu'on fait, c'est on fait un contrôle des nuisances avec la collaboration des arrondissements, parce qu'eux connaissent leur territoire, connaissent les besoins des populations locales en termes de mobilité, dans un modèle où, à la suggestion des arrondissements, on détermine des zones, comme c'est le cas pour les véhicules en libre-service. On vient contenir les nuisances, on vient protéger la place de Bixi. On parlait de concurrence déloyale. Il faut se réveiller, là. Bixi a des ancrages, des vélos payés par la ville et un financement des opérations qui permet son déploiement. Là, on a un système privé avec des tarifs, des obligations, des contraintes. Alors, on est en deux mondes différents. Il s'agit d'une offre complémentaire où on a décidé d'agir avant d'être obligé de réagir. Ceci dit, c'est un nouveau mode de mobilité. Il faudra s'ajuster. On travaille là à un règlement avant que le service arrive. Bien entendu qu'il y aura des réajustements. Bien entendu qu'il faudra mettre à jour notre réglementation. Il faudra la faire évoluer, tout comme ces modes de mobilité. Mais soyons clairs. Bixi est là pour rester. Ça restera la colonne vertébrale du vélo en libre-service. Il faut lire le projet de règlement qui est en avis de motion. Parce qu'au lieu de dire, comme l'a dit M. de Souza hier, qu'on déroule un tapis rouge pour un concurrent qui va entamer la légitimité de Bixi, non. On vient encadrer, contrôler, responsabiliser les fournisseurs pour avoir un modèle complémentaire qui sera au bénéfice de tous. Donc, je vous demande de voter cette délégation de pouvoir-là qui reconnaît aux arrondissements, soit dit en passant, l'initiative de déléguer des zones dans l'application du règlement via le règlement qui nous sera soumis le mois prochain pour les zones où le stationnement dans les dégagements de 5 mètres seront permis. Merci, M. Caldwell. La parole à Mme Lavigne-Lalonde. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. En droit de réplique sur le 3004 sur le programme des commissions. Je remercie M. Perry pour son commentaire. En effet, je pense qu'on l'entend de plus en plus. Hein, l'environnement, c'est quelque chose qui nous tient tous à cœur. On l'a vu évidemment à la marche du 15 mars. Les jeunes et les moins jeunes se sont vraiment mobilisés pour cette cause-là. Et donc, c'est le fun de voir que vraiment tout le monde se sent concerné puis qu'on se dit, ben l'environnement, c'est l'affaire de tous. Donc, j'en profite rapidement pour inviter l'ensemble des conseillers, conseillères, des maires et mairesses qui siègent ici à poser aussi des actions. On parle des jeunes, on nous dit, nous, vous comme administration, qu'est-ce que vous allez faire? Mais chacun de vous, dans vos arrondissements, vous avez aussi le pouvoir de faire plein d'actions qui vont avoir un impact incroyable sur l'environnement. Puis, je regardais certains règlements tout à l'heure, puis je suis tombée sur le règlement sur le stationnement de Saint-Léonard, où 2 vignettes sont remises gratuitement à chacun des résidents de l'arrondissement, 2 vignettes de stationnement. C'est un exemple parmi tant d'autres sur les actions qu'on peut poser chez nous, dans nos arrondissements, pour avoir un impact rapide, réel sur l'environnement. C'est un exemple, il y en a plein d'autres. Partout, on peut agir. Si je reviens au programme des commissions, cette année, la Commission sur l'eau et l'environnement va avoir 4 enjeux super importants sur lesquels elle va inviter la population montréalaise à discuter, à se positionner. La motion de l'opposition officielle sur le mazout fait partie du calendrier qui sera proposé donc par la Commission. Donc, on a 4 sujets fort importants, le mazout, mais aussi une autre sur plus généralement les gaz à effet de serre. Donc, ce sera l'occasion pour tous les Montréalais, Montréalaises de venir aussi expliquer leur point de vue, les actions qu'ils souhaitent qu'on prenne dans ce sens-là. Et je crois que c'est vraiment à ce moment-là à la Commission, aux membres de la Commission et à leur présidente de définir le calendrier qu'ils souhaiteront là, pour toutes ces séances publiques-là. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ont 4 sujets super intéressants qui vont être discutés cette année à ce sujet-là. Donc, je pense que c'est vraiment à eux de faire leur calendrier à ce moment-là. Merci. Merci, Mme Lavigne-Lalonde. Monsieur Doré. Monsieur le Président du Comité exécutif, Monsieur Doré. Ah. Monsieur Perry, c'est sur quel point? 3004. Ah bien,
C'était une réplique de Mme Laming-Lalonde. OK, d'accord. Désolée. Pardon? Alors, ces points sont adoptés, Monsieur le leader. Alors, Madame la Présidente, nous allons poursuivre avec une série d'avis. Madame la leader. Oui, s'il vous plaît, nous sommes dissidents sur le dossier 30.03. Merci. Alors, ces points sont adoptés avec la Président, décision qui est inscrite. moi aussi, j'aimerais être décidente sur 30.03. Madame Hainaut et Monsieur Miranda également. Parfait. Alors, on poursuit. Monsieur le leader. Alors, Madame la Présidente, nous allons poursuivre avec une série d'avis de motion que je donne, appuyés naturellement par le président du comité exécutif. Alors, en 4101, je donne avis de motion et dépôt d'un règlement autorisant un emprunt de 50 300 000 pour le financement de travaux de réfection et d'amélioration d'équipements sportifs. En 4102, je donne avis de motion et dépôt d'un règlement modifiant le règlement intérieur du Conseil sur la délégation de pouvoir au comité exécutif. En 4103, je donne avis de motion et dépôt d'un règlement sur les subventions aux sociétés de développement commercial financées par le Fonds de dynamisation des rues commerciales. En 4104, je donne avis de motion et dépôt d'un règlement relatif aux services de véhicules non immatriculés en libre-service sans ancrage et avis de motion et dépôt d'un règlement modifiant le règlement sur les tarifs. En 4105, je donne avis de motion et dépôt d'un règlement modifiant le règlement sur la subvention relative au traitement des freins situés sur les propriétés privées. En 4106, je donne avis de motion et dépôt d'un règlement autorisant un emprunt de 15 millions de dollars afin de financer l'acquisition de biens et d'équipements d'actifs permettant une optimisation et une expansion du système de vélos en libre-service Bixi pour les années 2019, 2020 et 2021. En 4107, je donne avis de motion et dépôt d'un règlement modifiant le règlement sur les tarifs. En 4108, je donne avis de motion et dépôt d'un règlement autorisant un emprunt de 57 300 000 pour le financement de la réalisation d'interventions municipales dans les abords du site Outremont. En 4109, je donne avis de motion et dépôt d'un règlement modifiant le règlement fixant le montant des amendes à l'égard des infractions en matière de stationnement ou d'immobilisation des véhicules. Et en 4110, je donne avis de motion et dépôt d'un règlement autorisant un emprunt de 25 millions de dollars pour le financement de travaux de sécurisation sur le réseau routier aux abords des écoles. Merci, Monsieur le leader. Et nous allons poursuivre avec les items du chapitre 42, adoption de règlement. Je vais proposer de réunir les items 4201 à 4205. Et en 4201, on adopte un règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est du boulevard Gouin-Est entre l'avenue Fernand-Gauthier et la 15e avenue. En 4202, on adopte un règlement autorisant un emprunt de 25 millions pour financer les travaux de rénovation, d'agrandissement, de construction et d'aménagement de bibliothèques. En 4203, on adopte un règlement autorisant un emprunt de $1 million pour financer le programme de soutien aux arrondissements pour la mise aux normes d'installations aquatiques. En 4204, c'est un règlement autorisant un emprunt de 46 millions afin de financer le remplacement de véhicules et d'équipements. Et en 4205, c'est un règlement autorisant un emprunt de 1 600 000 pour financer le programme d'intégration de véhicules et d'équipements éco-responsables. Merci, Monsieur le leader. Alors, ces règlements sont adoptés. On poursuit. Je vais proposer, Madame la Présidente, de réunir les items 4206 à 4210. Et en 42.6, c'est un règlement autorisant un emprunt de 800 000 afin de financer les travaux du projet de mise à niveau des postes de carburant. En 42.07, c'est un règlement autorisant un emprunt de 1 million de dollars afin de financer le remplacement d'équipements mécaniques spécialisés. En 42.08, c'est le règlement modifiant le règlement intérieur du Conseil sur la délégation de pouvoir au comité exécutif. En 42.09, c'est un règlement sur le programme de subvention relatif à la réhabilitation de terrains contaminés. Et en 42.10, c'est un règlement autorisant un emprunt de 312 millions afin de financer les travaux prévus au programme d'aménagement des rues du réseau artériel. Merci, Monsieur le leader. Monsieur le chef de l'opposition. Merci, Madame la Présidente. Donc, c'est sur le 4208 ou le 4209. Donc, on voit une bonne nouvelle où on met en branle
la capacité d'utiliser les fonds en lien avec le 75 millions de dollars qui a été octroyé à la ville de Montréal, en lien avec la décontamination des sols et des eaux souterraines. Très bonne nouvelle sur laquelle on abonde. Ce dossier, spécifiquement, il vise à approuver une directive, mais également à faire une certaine délégation à cet égard. Et on comprend mal pourquoi on a vraiment une obligation ou une volonté d'avoir une délégation pour des subventions de plus de 150 000 $. On voit très fréquemment des subventions qui sont octroyées dans cette enceinte pour des sommes de ces horizons-là. On peut peut-être comprendre l'idée d'une certaine efficience, une certaine efficacité, mais a priori, on ne voit pas la nécessité. Ce n'est pas une question de temps. Ce sont des programmes ainsi que des montants qui vont pouvoir se faire. Mais on peut comprendre à un certain niveau quand même que ce sont des choses qui sont, disons, plus administratives que politiques, mais encore même ça, c'est un débat. Mais quand même, on est un peu mal à l'aise dans un contexte où il se pourrait, et je sais que c'est peut-être un cas qui serait assez rare, dépendamment de l'évolution de l'application de la directive, mais qu'il y ait certaines sommes qui sont octroyées au plus de 500 000 $ en subvention. Je sais que la directive parle vraiment de cas dans ces environs-là, mais techniquement, on peut envisager des cas où il va y avoir 10% d'une décontamination de 10 millions de dollars et plus ou de 5 millions de dollars et plus, bien que la majorité des cas vont être inférieurs à un demi-million de dollars. Toutefois, nous, on pense que pour des raisons d'imputabilité, pour des raisons de vouloir faire en sorte qu'on a quand même une certaine vision là-dessus, j'ai fait part à M. Parenteau notre volonté de présenter un amendement. Il se résume ainsi. Il y a deux volets. D'abord, tout simplement, limiter ça à 500 000 et pour tout montant de 500 000 $ et plus, ben ça devrait être le conseil municipal. Donc, de 150 000 à 500 000 $, on peut déléguer au comité exécutif, comme c'est évidemment les montants habituellement sur lesquels ils ont évidemment compétence. On veut être conséquent à cet égard-là. On démontre une ouverture de notre part. Deuxièmement, bien que c'est un élément qui est effectivement délégué, nous pensons qu'à la base, il devrait y avoir un rapport annuel de toutes les subventions qui soient déposées au conseil municipal. Je sais que, effectivement, toutes les décisions déléguées vont être incluses dans les chapitres 4, mais on est d'accord que ça ne nous permet pas d'avoir une vision d'ensemble, avoir un portrait à la fin de l'année sur ces éléments-là. Donc, pour nous, c'est une question d'imputabilité, une question de pouvoir avoir un regard sur ces enjeux-là. Nous pensons que l'administration va quand même pouvoir atteindre ses objectifs de déléguer à une personne autre que le comité exécutif, comme il était inscrit dans le sommaire décisionnel. Alors, c'est le cas pour le 4208. Pour le 4209, c'est seulement le rapport annuel sur lequel on demande l'amendement. Donc, je ne sais pas si je fais les deux amendements en même temps, médecin Dan. Je préférais qu'on les fasse l'un après l'autre. OK, parfait. Parce que c'est deux sommaires décisionnels différents. Oui. Alors, on fait un à la fois, il n'y a pas de problème, Madame la Présidente. On commence avec le 4208 qui a été distribué. Alors, voilà la proposition appuyée par mon collègue, M. Miali. Merci beaucoup, Monsieur le chef de l'opposition. Alors, j'ouvre les temps de parole pour l'amendement. Parfait. Alors, on va suspendre 5 minutes. On revient dans 5 minutes. Ouvrir les portes et que tout le monde parte. Plutôt que de la journée, on va garder notre précieux temps de travail. Je vais proposer de suspendre les points. Je propose de suspendre les points le temps qu'on délibère de vos amendements. On pourrait avancer dans le conseil. Oui. Alors, dans ce cas-là, présentez le prochain amendement de 42.09. Alors, le prochain amendement, très simple, c'est seulement le rapport annuel pour le 42.09. Tout simplement.
encore une fois appuyé par mon collègue M. Miali. Merci. Monsieur le leader, est-ce que vous avez besoin d'un 5 minutes pour délibérer? Absolument, mais on peut marcher de la gomme en même temps. Je veux vraiment qu'on suspende les points. Et on pourrait faire les points 43, 44, 51 pendant ce temps-là. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions sur ces différents points entre 42.06 à 42.10? Alors, à l'exception de 42.08 et 42.09, les autres sont adoptés et on va revenir à ces deux éléments-là avec les amendements. Exactement, Alors, je les ai suspendus. Excellent. Et je les ramènerai très bientôt, ultérieurement, dans le Conseil. En attendant, je vais appeler 42.11. Allez-y, on va poursuivre avec l'ordre du jour. Absolument. Alors, à 42.11, c'est l'adoption d'un règlement modifiant le règlement autorisant un emprunt de 27 millions pour le financement des travaux prévus dans le cadre du projet Métamorphose de l'insectarium. C'est adopté. En 43.01, Madame la Présidente, on a un avis de motion, dépôt et adoption d'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal pour modifier des bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural dans le sud-ouest. C'est adopté. En 44.01, Madame la Présidente, on adopte sans changement du règlement intitulé Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal pour modifier l'affectation de certains secteurs mixtes dans le cadre de la mise en œuvre du PDUS Turcot. C'est adopté. En 51.01, c'est une nomination, un renouvellement de mandat de la vice-présidente de la Commission de la fonction publique. Je vais vous lire la proposition. Alors, elle est proposée par moi-même et appuyée par M. Benoît Doré de renouveler le mandat de Mme Marie-Chantal Lamotte à titre de vice-présidente de la Commission de la fonction publique pour une durée de 4 ans. C'est adopté. Alors ensuite, nous arrivons au chapitre 61. Alors peut-être... 65, oui. 65, 61. 65.01, je voulais dire. Alors, je pense que rapidement, nous serons prêts à... Vous êtes prête? Alors, on va ramener les items, Madame la Présidente, je vais ramener les items sur le plancher 42.08 et 42.09. Excellent. Merci beaucoup. Alors, on va commencer avec 42.08 avec l'amendement qui a été proposé. Monsieur Parenteau, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Alors, pour la modification seulement décisionnelle, il reste que c'est une demande qui arrive séance tenante avec un objectif que je reconnais qui est de transparence et tout ça, mais ça reste que c'est hypothétique. Les 500 000 $ et plus, puis les demandes vont être sensiblement beaucoup inférieures à ce montant de façon exceptionnelle et surtout qu'on ne voudrait pas non plus retarder le processus. Les gens attendent depuis ce programme de subvention-là depuis excessivement longtemps. Maintenant, on est prêt. Toutefois, pour ce qui est on veut garder quand même l'aspect de transparence et d'imputabilité. Et pour ce qui est de 4209, là, pour la section 9, un rapport détaillé les subventions accordées ainsi que les lieux de l'avancement des travaux liés à chaque subvention devraient être déposés au conseil municipal sur une base annuelle. Il n'y a aucun problème. On va adhérer à cette requête, mais toutefois, on va décliner la proposition d'une valeur supérieure à 500 $. On demande plutôt le rapatriement complet au comité exécutif pour assurer une fluidité dans l'exécution des travaux au niveau administratif. Alors, c'est la position présentement. Merci, M. Parenteau. M. Rotran. Sur l'amendement actuellement. Bon, Madame la Présidente, je trouve l'amendement est bien petit, prudent, vise la transparence. Dans cette enceinte, il y a toujours deux tendances. Une est la centralisation, l'autre est de partager les pouvoirs, le droit de regard du conseil municipal. Effectivement, cette administration en face, je ne peux pas compter M. Parenteau parce qu'il n'était pas ici dans le dernier mandat, mais cette administration en face, quand il était en opposition, est toujours la chienne de garde pour la démocratie et pour le droit du conseil d'avoir une regard. Effectivement, le comité exécutif veut créer un programme, veut rattraper tout le pouvoir, mais n'a pas voir une façon vraiment de renseigner le conseil. C'est pas que M. Perez dit non, il ne veut pas
qu'on trouve une entente, parce que c'est un programme que tout le monde peut appuyer. Donc, je pense qu'il n'y a aucune entrave à l'administration de procéder en adoptant l'amendement qui est proposé. Ça leur donne une marge de manœuvre jusqu'à 500 000 $ pour chaque dossier et je ne sais pas s'il va y avoir beaucoup de dossiers, plus que 500 000 $. Ils auront, selon la deuxième obligation, le deuxième amendement, obligation de faire un rapport une fois par année dans le chapitre 7 de conseil. Ce n'est pas trop de travail. Effectivement, une requête raisonnable qui Projet Montréal could have made had they been still on the side of the council and it was the other way around. The other guys were on the other side making the same motion. Je suis convaincu, si M. Perez est à l'autre côté et fait la même requête, que M. Limoges va se lever avec le même amendement. Donc, je vais voter pour l'amendement. J'invite tout le monde à esprit d'ouverture. Merci, M. Rotran. Monsieur le chef de l'opposition. Toujours sur l'amendement, Madame la Présidente. D'abord, j'aimerais une clarification. Est-ce que l'accord de l'administration pour le rapport annuel, c'est pour et le 4208 et le 4209? OK, je vais bien comprendre. Merci pour cette clarification. J'aimerais, je pense, répondre à M. Parenteau. D'abord, il affirme comme quoi c'était il affirme 3 raisons pour lesquelles ils ne sont pas d'accord avec l'ajustement sur les prix. Premièrement, il dit que c'est un dépôt de séance tenante. Deuxièmement, c'est une situation hypothétique. Et troisièmement, on ne veut pas retarder le programme. Sur l'élément de séance tenante, je vais tout simplement souligner au Conseil que j'ai parlé à M. Parenteau avant la pause de midi. Je lui ai envoyé la copie de l'amendement que j'allais déposer vers 11h, 11h30. Donc, avec respect, je dirais que passer exclusivement séance tenante, bien que techniquement, on pourrait le faire séance tenante, ça fait partie des règles, on peut le faire. Mais je l'ai envoyé bien en amont pour justement, je lui ai parlé pour qu'il puisse valider cela. Deuxièmement, est-ce que c'est une situation hypothétique? Oui, absolument. C'est une situation hypothétique. On ne sait pas exactement quelles seront les valeurs des subventions pour décontamination. Ça peut être 100 000, 200 000, 500 000, 800 000. Donc, je pense que, point de vue imputabilité, point de vue respect des institutions, point de vue respect des compétences du conseil municipal, un barème de 500 000 $ est tout à fait raisonnable. Si effectivement il n'y en aura pas au-delà de 500 000 $, ben, le CE il n'aura rien perdu, le directeur et directrice n'aura rien perdu, et puis on aurait pu aller de l'avant. Si jamais il y a 1, 2 ou 3 fois par année, ben, on va les traiter et fort probablement on va les adopter. Si peut-être on aura une question, on aura une question, sinon. Donc moi je ne trouve pas cet argument comme convaincant. Troisièmement, on ne veut pas retarder. Ben justement, on ne va aucunement retarder ce qui est déjà en branle. Au contraire, on appuie tout en s'assurant un respect des instances. Le programme ne va pas être retardé parce qu'on doit effectivement adopter une subvention au conseil municipal. Ça va suivre la cour des choses. Il n'y a pas de délai péremptoire sur ces enjeux-là. Alors, avec respect, je pense, encore une fois, je demanderai à l'administration de faire preuve d'ouverture. Il n'y a pas de délai. C'est une situation qui sont peu probables, mais envisageons, soyons prévoyants, et puis passons à notre dossier. Je vous remercie. Merci, Monsieur le chef de l'opposition. Monsieur le leader. Alors, on va demander un vote à main levée sur la question. Alors, sur l'amendement de 42.08. Exactement. Madame la leader de l'opposition. Oui, nous allons demander le vote nominal appuyé de mon collègue Lionel Pérez. Pour 42.08. Oui, parce qu'il y a 2 parties à 42.08. Hein? Je suggère un vote sur les montants et un vote sur les rapports annuels. Mais le 42. Alors, on est d'accord seulement sur les montants. Sur les 500 000, c'est bon. Alors, on va fermer les portes et on va procéder à un vote. Ah, c'est un vote nominal, hein? Excusez-moi, vous avez demandé. Alors, on va faire sonner les cloches et ouvrir les portes.
Merci. On va procéder au vote nominal. On va fermer les portes et arrêter les cloches. Merci. Monsieur le greffier. Madame la mairesse, Monsieur Doré, Madame Popeanu, Monsieur Ouellet, Madame Goulet, Monsieur Caldwell, Madame Lavigne-Lalonde, Monsieur Baudry, Madame Filato, Monsieur Croteau, Monsieur Ferrandez, Madame Gosselin, Monsieur Parenteau, Monsieur Parizeau, Monsieur Limoges, Madame Moserolles, Monsieur Sauvé, Madame Miron, Madame Giguère, Madame Parent, Monsieur Norris, Monsieur Marinacci, Madame Bodanovic, Madame Thuillier, Monsieur Lessard-Blais, Madame Montgomery, Monsieur Ryan, Madame Sigouin, Madame Watt, Monsieur Tomlinson, Madame Bourgeois, Monsieur Normand, Monsieur Downey, Monsieur McQueen, Monsieur Arsenault, Madame Rouleau, Monsieur Posé, Monsieur Pérez, Madame Boivin-Roy, Monsieur Miellé, Madame Black, Monsieur De Souza, Monsieur Sari, Madame Gianou, Monsieur Salem, Monsieur Bays, Madame Latenzio, Madame De Ross, Monsieur Corville, Monsieur Langevin, Madame Rossi, Madame Descaries, Monsieur Perry, Madame Clément Talbot, Monsieur Gay, Monsieur Bissonnette, Madame Barbe, Monsieur Deschamps, Madame Zarac, Monsieur Miranda, Madame Hainaut, Madame Fumagalli, Monsieur Rapana, Monsieur Rotran. Alors, pour 23 contre 39, l'amendement est rejeté. Alors, on va poursuivre et on va en ouvrant les portes. Merci. Monsieur Deschamps? Merci. Alors, nous allons poursuivre, en fait, sur les 2 points, 42.08, 42.09. Ils sont adoptés avec les amendements. Dans le cas de 42.08, c'est le rapport annuel qui a été amendé. Et dans le cas de 42.09, l'amendement complet a été adopté. Monsieur le leader? Madame la Présidente, c'est le moment de la séance où je cède effectivement le bâton de la parole à ma vis-à-vis de l'opposition pour le chapitre 65. Merci. Madame la leader de l'opposition, ou Monsieur Miellé, allez-y directement. Oui, alors, merci, Madame la Présidente. Donc, j'interviendrai sur 65-01, qui est la motion sur la qualité de l'air. Je vais demander d'emblée, on a indiqué 04 dessus, mais elle est vraiment, c'est la qualité de l'air, c'est la première. Donc, je vous demanderai de m'excuser pour l'erreur, mais c'est bel et bien celle qui est à l'étude en ce moment, mais c'est la 6501. Je vous assure que le texte est le bon. Vous pourrez... vous avez entre les mains le produit d'un travail de concertation qui s'est fait. Vous vous souviendrez que lors du dernier conseil municipal, nous avons préféré retirer la dite motion pour pouvoir débattre davantage sur un texte qui était convenu. Il y a ma collègue Descaries qui interviendra et j'aurai la chance de revenir. Donc, c'est la
la motion amendée, un texte reformulé que vous avez devant vous. Merci, M. Miele. Alors, c'est proposé par moi, appuyé par le collègue Parenteau. Merci, M. Et ma collègue Descaries ainsi que ma collègue et Mme Bourgeois. Alors, vous pourrez rajouter vos appuyeurs aussi. Merci, M. Miele. M. Rotran? M. Rotran? J'ai une question à M. Miele, qui est proposeur de la nouvelle version. Bon, à la dernière conseil, vous avez fait une proposition avec le même titre. Un amendement était soumis qui, effectivement, est réécriture complète, sans grand lien avec votre motion. Le président l'a accepté, mais vous êtes levé en conseil pour dire que ce n'est pas d'allure, ce n'est pas ce que vous voulez dire. Vous avez le retiré. Aujourd'hui, vous revenez, pas avec la motion qui est inscrite lors du jour, mais quelque chose d'autre. Je n'ai pas l'amendement de la dernière fois. J'aimerais savoir, si vous pouvez expliquer l'évolution, qu'est-ce qui est différent entre cette version que vous voulez que nous votons aujourd'hui et celle que M. Limoges a proposée la dernière fois. Est-ce que c'est ni au moins la même chose ou quelque chose de complètement différent? Merci, M. Miele. M. Miele? Merci, chers collègues du district de Snowden. Alors, Continue. on n'est pas supposé nommer les gens ici. Hein. Je le nomme comme ça. Alors, la dernière fois, j'avais débattu la recevabilité parce que je considérais que le texte était largement modifié. Par contre, et je me plie à la décision du président, qui a accepté la recevabilité et donc a considéré qu'il ne dénaturait pas. Donc, vu qu'il ne dénaturait pas, j'ai gardé le même titre. Mais blague à part, monsieur le conseiller de Snowden, en soi, le titre ne modifie en rien l'objectif et le sens qui est très sérieux de la motion, soit avoir une mise à jour des études de la santé respiratoire dans l'Est de Montréal et faire respecter les dispositions pénales relatives au non-respect des normes en vigueur. Le texte qui est devant vous, comme je mentionnais, est le fruit d'une collaboration entre l'administration et l'opposition officielle pour en arriver à le texte qui est devant vous. Je vous fais fi de revenir sur chacune des modifications qui ont été faites entre les deux. Si vous désirez le faire, le texte qui était déposé lors de ce conseil-ci était la motion telle que nous l'avions formulée la première fois, et c'est la raison pour laquelle j'interviens le premier. Donc, dans l'ordre du jour, vous aviez notre motion d'origine et ici, vous avez un amendement de consentement que nous déposons ensemble. Et donc, si vous avez des questions, j'aurai l'occasion de débattre de la motion d'ici quelques instants. Mais pour le moment, je laisserai intervenir ma collègue Descaries. Merci, M. Miele. Oui. Oh, oui, alors justement, M. le greffier me fait valoir que nous déposons une nouvelle version d'un texte. Donc, ce n'est pas un amendement, vu que j'avais en effet débattu du fait que je considérais que ce n'est pas un amendement la dernière fois. Merci, M. Miele. Madame Descaries. Merci, Madame la Présidente. Donc, avant tout, j'aimerais saluer la décision de la Direction générale de la santé publique qui, après avoir pris connaissance de la motion qu'on voulait déposer le mois passé, l'opposition officielle, soit celle, entre autres, de demander une mise à jour de ces études sur les maladies respiratoires dans l'Est de Montréal, a décidé de prendre la balle au bond et de répondre positivement à cette demande immédiatement.
Donc, c'est avec un immense plaisir que j'assistais à une séance d'information ce dimanche où le docteur David Kaiser du service de la santé publique confirmait avoir réagi rapidement suite à nos propos et que ce n'était pas le fruit du hasard. Donc, la mise à jour, oui, mais il faut ajouter d'autres composantes qui étaient absentes des études antérieures. On se souviendra que lors de mes propos le mois dernier, je soulevais les points suivants. Selon le Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de l'Est de l'île de Montréal, l'espérance de vie dans l'Est est inférieure de 9 ans comparée à plus à l'ouest de l'île. D'autres études mentionnent que les maladies respiratoires sont plus importantes qu'ailleurs sur l'île, notamment chez les enfants, où l'asthme est un véritable fléau. Et les personnes âgées ne sont pas épargnées et représentent un plus grand taux de maladies pulmonaires. Il y a de quoi s'inquiéter et on ne peut que comprendre la population de demander des réponses. Les études qui ont été faites concluent toutes que d'autres études sont nécessaires pour bien comprendre. Elles concluent aussi que la situation est multifactorielle et que les forts taux de substances cancérigènes présents dans l'air de Pointe-aux-Trembles ne peuvent expliquer à eux seuls la prévalence de ces maladies. Il est même difficile d'en isoler l'effet causal. Les études étaient limitées par le type de données qu'elles possédaient. De plus, la coexposition n'était pas étudiée, la durée d'exposition non plus, ni le facteur des vents dominants, qui vont généralement d'ouest en est, transportant vers la population de l'Est de Montréal les émanations polluantes de toute l'île. On ne peut donc pas en conclure hors de tout doute que la qualité de l'air actuelle à Pointe-aux-Trembles n'est pas un facteur causant les maladies pulmonaires ou aggravant les maladies existantes. En gros, il est difficile de prouver quelque chose pour laquelle les gens ont un doute plutôt intuitif que scientifique. Pour le moment, nous avons les indicateurs que nous devons de mettre à jour afin de quantifier les mesures d'amélioration ou de détérioration depuis les derniers relevés qui ont déjà eu un impact sur notre santé. On se souviendra que c'est l'inquiétude de la population dans l'Est à vouloir savoir ce qu'elle respire qui nous a fait réagir le mois dernier. Les manchettes de cet automne nous apprenaient que depuis 2010, la compagnie CCR expulsait des quantités d'arsenic entre 200 à 400 supérieures aux normes fixées par la CMM. Les journaux ont aussi rapporté le cas d'émanations de soufre qui ont provoqué l'évacuation d'une école à Montréal-Est et qui a incommodé les gens du secteur. Et à ce jour, d'ailleurs, on ne connaît pas encore l'origine de ces émanations, même s'il est plus facile de discerner les sources pour lesquelles il y a un effet immédiat sur les individus. Il est d'une importance capitale d'apporter une attention à l'exposition quotidienne que vivent les résidents et pour lesquelles les résultantes peuvent être beaucoup plus nocives. En terminant, je veux aussi remercier les deux côtés de cette salle pour avoir trouvé un terrain d'entente et de penser avant tout à la santé des Montréalais de l'Est de Montréal. Je crois que les mesures demandées dans cette motion reflètent les besoins réels et sont essentielles afin d'avoir dans un premier temps un portrait clair et à jour de la situation. Merci. Merci beaucoup, Mme Descaries. Monsieur Miellé. Merci, Madame la Présidente. Alors, si l'objectif commun de cette motion est celui, entre autres, d'obtenir plus de réponses, mais un portrait plus à jour des données scientifiques qui sont analysées par le département de la santé publique de Montréal. Je suis convaincu qu'on en ressortira grandi, mais surtout aussi question de ne pas effrayer les gens sur des rumeurs. Hein? Parce qu'une chose est certaine, on peut facilement partir sur des tangentes qui peuvent préoccuper, justement, absolument. Il y a des indicateurs qui sont inquiétants, mais il n'y a rien de mieux que de rassurer notre population sur la base de faits, sur la base d'analyses comparatives qui sont pertinentes. On a fait des améliorations. On a amélioré la qualité de l'air à Montréal, ne serait-ce que pensons à la diminution des émanations provenant du chauffage au bois, entre autres. Hein? Donc, il y a amélioration et c'est l'une des raisons pour laquelle on demande
que dans l'analyse, on considère la co-exposition à certains facteurs, que ce soit le transport, que ce soit d'autres facteurs, la présence d'industries qui ont des taux d'émanation, et ça couvre le volet sur le nombre de stations de mesurage. Le nombre de stations de mesurage, qui est important de le dire, nous préconisons aussi qu'il y en ait davantage qui sont de propriété de la Ville de Montréal. On rappelle que nous avons des organismes qui nous ont appuyés. Nous les remercions dans nos démarches. On pense aux organismes environnementaux de l'Est, dont le collectif en environnement de Merci-Est et le comité de vigilance en environnement de l'Est aussi, qui ont contribué à cette rédaction. Pour revenir au texte, je ne sais pas si mon collègue Parenteau voudra intervenir davantage, mais nous avons travaillé et surtout on s'est assuré d'en arriver à un consensus par rapport à ce que nous demanderons aussi aux partenaires, que ce soit de la CMM et d'obtenir des unités de mesure qui vont pouvoir nous donner leur juste sur la réalité qui est sur le terrain. Et aussi, un point qui est toujours important pour nous est celui de mettre en application notre réglementation au niveau des sanctions aussi. C'est bien beau d'avoir des plans de redressement de la part d'entreprises ou de partenaires du milieu, mais ce qui est aussi important, c'est de donner un signal clair avec des sanctions appliquées pour s'assurer qu'il y a une collaboration plus coercitive. Et si cette administration est capable de faire preuve d'intransigeance quant au coût de certaines pénalités et de constats d'infraction, mais on ose espérer que c'est également le cas lorsque nous avons des cas de santé publique qui sont nécessaires et d'application dans notre juridiction montréalaise. Donc, c'est ce que je voulais dire d'emblée pour le moment. Je vais laisser la parole à mes collègues et revenir aux besoins. Merci. Merci beaucoup. La parole à M. Lessard-Blais. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je tiens à remercier le Parti de l'opposition pour ce travail non partisan sur un enjeu de santé publique et qui est vraiment crucial pour la population de l'Est de Montréal. On a vu les intentions de l'opposition depuis le départ là-dessus, qu'elles étaient saines, qu'elles étaient constructives. Donc, je tiens à remercier le Parti de l'opposition. Je tiens aussi à remercier M. Jean-François Parenteau et les services de l'environnement qui ont été très proactifs par rapport à tout ce qui a été discuté dans tous ces enjeux-là. Et je pense qu'on est sur la bonne piste pour réduire les préoccupations citoyennes par rapport à la pollution atmosphérique dans l'Est. J'apprécie les interventions de mes collègues de l'opposition ces dernières minutes parce que le ton n'est pas du tout alarmiste. Et il faut faire attention dans toutes ces démarches-là. On sent que chez les citoyens de l'Est, dans différents arrondissements, il y a vraiment une crainte sincère sur le passif industriel de l'Est de Montréal et les impacts que ça peut avoir sur la santé. Donc, j'apprécie ces interventions-là qui ne sont pas du tout alarmistes, qui sont basées sur des faits, qui sont basées sur la science. Et on doit continuer d'être constructif dans cet enjeu-là parce que, on l'a vu, là, dans le dernier mois, ça doit faire 3 assemblées publiques sur l'enjeu. Les gens craignent pour leur santé, ils ont besoin d'un portrait complet de la situation. Je vais revenir plus tard, mais bref, on doit faire un suivi rigoureux de ces éléments-là. Et c'est pour ça que je me réjouis que suite à la proposition de l'opposition, la direction de la santé publique soit portée très volontaire, très proactive pour la mise à jour du bilan qui datait de quelques années. On doit mieux communiquer avec les citoyens pour réduire ces craintes-là parce que la situation va de mieux en mieux dans l'Est. Il y a toujours des problématiques, puis il ne faut pas... on pointe souvent du doigt l'industrie, qui est une part
oui, importante de la pollution atmosphérique dans l'Est, mais les enjeux de transport, les enjeux d'habitude de vie sont aussi centraux dans cette problématique-là. Donc, ça me fait plaisir, en collaboration avec M. Parenteau, d'annoncer qu'il va y avoir une séance d'information publique au mois de mai avec les citoyens dans l'Est de Montréal pour mieux expliquer les normes, les capteurs, les règlements, les impacts sur les citoyens, les ressources auprès des citoyens, parce qu'on voit que, particulièrement dans les 3 dernières rencontres, les citoyens ont besoin d'un portrait complet de la situation. Donc, on veut mieux expliquer aux gens la situation parce que je crois que tous les collègues dans l'Est, on est d'accord pour se dire que les choses s'améliorent dans l'Est et en plus de ça, il y a des très beaux développements qui s'en viennent. Et on va être certain que le développement qui s'en vient pour l'Est de Montréal, les enjeux environnementaux soient au cœur de ces développements-là, comme on souhaite le faire, entre autres, dans le projet d'écoparc industriel de la Grande Prairie. Donc, merci à tout le monde qui a collaboré pour cette motion et au plaisir de retravailler avec vous. Merci beaucoup, M. Lessard-Blais. La parole à Mme Bourgeois. Merci, Madame la Présidente. Donc, écoutez, dans le même ordre d'idée que ce qui a été dit précédemment, nous sommes bien sûr favorables à ce que nous puissions avoir accès aux données les plus précises et les plus détaillées sur la qualité de l'air. Mais il faut dire, c'est un enjeu dans l'Est de Montréal, la qualité respiratoire, depuis plusieurs décennies. Ça fait même partie de notre ADN, c'est notre passif industriel. Écoutez, à l'époque, on parlait de 6 raffineries en activité où il y avait 5 000 emplois directs liés à l'économie de l'Est de Montréal. Aujourd'hui, il n'en reste qu'une seule en opération. Donc, c'est vraiment l'économie de l'Est de Montréal qui doit complètement être revue, qui doit être bonifiée. Et je vous dirais, puisque ça fait partie un peu, il faut dire, de notre patrimoine industriel, ces questions ont toujours été extrêmement sensibles sur la notion de la santé. Et on a vu beaucoup d'améliorations, surtout, je vous dirais, depuis les 15 dernières années, des améliorations significatives en termes de qualité de l'air. Mais lorsqu'on parle d'une disparité de 9 ans dans l'espérance de vie entre les gens de l'Est et de l'Ouest, c'est certain que ça frappe l'imaginaire collectif. Il y a des inquiétudes qui peuvent être avivées et le récent avis qui a été produit par la Direction régionale de santé publique a ravivé ces inquiétudes en août dernier. Donc, c'est important, un peu lorsqu'on prononce à quel point que la transition de l'économie de l'Est de Montréal est capitale. Et lorsqu'on parle de cette transformation-là, c'est de transformer notre passif industriel en un actif pour l'ensemble de la population en créant davantage d'emplois, mais aussi des services qui sont reliés à ces emplois pour nous permettre vraiment de rayonner dans l'Est de Montréal. Et d'ailleurs, ce qu'on sait ici, il y a des programmes qui ont été adoptés qui sont extrêmement intéressants et qui prennent surtout tout leur sens. Lorsqu'on parle du programme, bien sûr, pour offrir aux propriétaires de bâtiments industriels la subvention qui correspond à la hausse de la taxe foncière, reliée, on l'a dit tout à l'heure, à la construction, rénovation, agrandissement, démolition, reconstruction. En fait, ces entreprises doivent aussi, pour pouvoir bénéficier des subventions, répondre à des exigences de technologie verte et ainsi améliorer leur processus. La même chose, on a adopté le programme de réhabilitation des terrains contaminés qui s'ajoute aux sommes qui sont débloquées par le gouvernement du Québec, qui ont été obtenues notamment par le travail de la mairesse de Montréal en collaboration avec la ministre de la Métropole. C'est dans cette direction-là que l'Est de Montréal doit poursuivre son travail, qui va nous permettre de rayonner par son innovation, à sa capacité de se renouveler et surtout de transformer son économie au profit de l'ensemble de sa population. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Mme Bourgeois. La parole à M. Parenteau. Madame la Présidente, un simple mot pour remercier dans ce dossier la collaboration. On avait une qualité d'air collaborative dans ce dossier-là avec M. Miele et son équipe. Et vraiment, je pense qu'on avait un objectif commun, puis on parle beaucoup des élus de l'Est, mais je pense que c'est l'ensemble des élus qui appuient cette motion-là dans la mesure que l'Est a le vent dans les voiles, l'Est a un potentiel extraordinaire et c'est Montréal qui est gagnante que l'Est, que les gens de l'Est, que le secteur de l'Est de l'île de Montréal se déploie à grand déploiement. Et c'est important pour l'ensemble des Montréalais. Alors, je pense que vous devez savoir qu'on est tous derrière vous et que ces enjeux-là nous préoccupent tous et chacun. Mais pour nous, c'est important de collaborer puis s'assurer qu'on puisse avoir des résultats probants. Et j'ai très hâte de cette soirée d'information pour l'ensemble des citoyens pour venir surtout expliquer les enjeux, mais surtout expliquer la réalité du terrain et le potentiel extraordinaire que représente l'Est de la Ville de Montréal. Merci. Merci beaucoup, M. Parenteau.
Monsieur Miele, à vous la parole. Oui, alors, pour terminer en droit de réplique sur la motion, merci à nouveau. On accueille favorablement cette initiative de soirée d'information à laquelle on va très certainement collaborer et participer. Merci encore. Merci beaucoup, Monsieur Miele. Monsieur le chef de l'opposition? Non? Alors, cette motion est adoptée. M. Parenteau, vous avez le droit de vous lever, M. Parenteau.